C'est grâce à mes parents que je fais du triathlon. Mes deux parents ont fait tous deux des Ironman et les deux sont allés faire les championnats du monde à Hawaï. Donc en fait, moi, je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit. En fait, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Forcément, aller au JO, c'est un rêve de gamin. C'est le rêve de tout sportif qui a des prétentions de faire vraiment de la compétition. Il pense au JO, qui plus est en triathlon, qui est vraiment l'épreuve mythique. Honnêtement, oui, si je vois que le chemin se profile et que je peux prétendre à une sélection aux Jeux Olympiques, forcément, j'y irai. Généralement, c'est du tri quotidien. En plus des 3 disciplines, on rajoute quand même de la préparation physique. Soit en muscu, soit à la maison, en PPG. Ça va représenter entre 25 et 30 heures d'entraînement pour les semaines vraiment où on envoie, quoi. Où il y a des bons volumes. À l'approche des compétitions, je vais tourner sur du plus entre 20 et 25 heures d'entraînement. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on a une invitation spéciale pour vous. Je vous invite à nous rejoindre sur devenirtriathlète.com. Vous allez y retrouver tous les épisodes, mais aussi des conseils, des guides, des ressources et des outils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Et on mettra tout ça à jour chaque semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et d'ici là, bonne écoute de ce nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va échanger avec un petit jeune qui a déjà quelques titres de champion de France à son actif. Je suis très heureux de tendre le micro ensoleillé à Briac Tancé. Salut Briac. Salut Armano. Je vois qu'on a à peu près le même temps. Moi, je suis à Castres, donc un petit peu plus à l'ouest. Toi, t'es à Saint-Raph, c'est ça ? Je suis à Saint-Raphaël et le soleil revient gentiment, malgré un mois de mars un peu chaotique. Donc ouais, je suis content. Et la chaleur aussi, parce qu'on a eu un petit peu froid. Bon, je vais pas me plaindre de trop parce que je pense que les gens du Nord ou même mes compatriotes normands vont venir me trouver. Mais non, les bonnes conditions à Saint-Raphaël reviennent. Ouais. Je sais pas si tu t'en es rendu compte ou si c'était volontaire, mais t'as dit tes compatriotes normands. Il me semblait que Briac c'était plutôt breton. Alors, ouais. Sujet sensible. De toute façon, on s'en fout. Moi, je suis normand. Donc, le Mont-Saint-Michel, il est chez nous, il est en Normandie. Voilà, c'est réglé. On est d'accord, mais parce que je dis toujours, il faut bien nous laisser quelque chose parce que bon, la Normandie et la Bretagne sont deux très belles régions. Donc, et puis j'ai des origines dans les deux. J'ai un nom breton, pour autant, j'ai toujours vécu en Normandie, tout près du Mont-Saint-Michel, en fait, dans la Manche. Donc ouais, je suis normand de naissance. Normand de naissance, breton par filiation, et puis azuréen d'adoption. C'est ça, exactement. Et un petit peu parisien grâce à mon club, donc un petit peu partout en France, quoi. Citoyen du monde, quoi. Et ouais, exactement. Voilà, c'est un petit jeune qui est au goût du jour, qui est en plein dedans. Écoute, passer ces small talks, ces petites discussions, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'en savoir un petit peu plus sur toi. Mais ce que je te propose, c'est justement d'en savoir encore plus. Donc, dis-nous tout. Qui est Briac Tancé ? Ah oui, bon, alors là, c'est un exercice compliqué de tout dire et de pas être trop long, mais donc Briac Tancé. 21 ans, originaire donc de la Manche, à Avranches, juste à côté du Mont-Saint-Michel. Moi, j'arrive à le voir depuis quasiment ma fenêtre. Donc j'ai vécu en Normandie, dans la Manche, jusqu'à mes 17 ans. Et puis en fait en 2019, j'intègre le pôle espoir à Saint-Raphaël. Donc un des deux seuls pôles espoirs qu'il y a en France, parce qu'il y a Saint-Raphaël et Montpellier. Expérience qui a duré pendant 4 ans. Alors nous, quand je suis arrivé en 2019, on a vite connu la période Covid. Donc en fait, je me suis retrouvé à revenir chez moi pendant 4-5 mois à cause de ça. Donc période un petit peu amputée, mais ensuite j'ai continué l'aventure au pôle espoir pendant 3 autres années. Et là, cette année, en octobre, là, on a mis un terme à notre collaboration, voilà, pour diverses raisons. Sinon, à côté, donc j'ai connu 2 clubs. Donc j'ai été au TC Val-Saint-Père, qui est juste à côté d'Avranches. Donc j'y ai été la plupart de ma jeune carrière de triathlète, jusqu'en catégorie junior. Et ensuite j'ai été
entre guillemets recruté par Ici Triathlon, club dans lequel je suis encore. Et cette année, on courra en D1. Donc, si je pense que tu veux peut-être un petit peu mon palmarès jusqu'à présent. Allez, vas-y, balance. Ça fait partie du jeu. Bon, alors, je pense qu'on va vite faire le tour. Mais j'ai connu une bonne période quand j'étais chez les jeunes. Donc, j'ai eu 2 titres de champion de France quand j'étais minime. Après en cadet ça a été. Alors, tu peux juste nous redonner à peu près les tranches d'âge pour minime, cadet, junior. Ouais. Alors donc cadet minime c'est 14-15 ans il me semble. Parce que moi je suis de fin d'année donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, ou peut-être dans la 16e année, ce qui correspond à la 4e et la 3e au collège, ça c'est les années minimes. Ensuite quand vous partez au lycée, vous arrivez chez les cadets, donc là c'est ça, c'est 16-17 ans. Et puis les juniors, 18-19. Voilà, c'est des catégories de 2 ans. Et en fait, je parle de minime à junior parce que c'est les seules catégories dans lesquelles vous pouvez courir au championnat de France de triathlon et de duathlon. Sachant que la catégorie Benjamin, qui est avant les minimes, elle ne peut pas courir encore sur ces championnats de France-là. Donc c'est vraiment à ce moment-là que la carrière du jeune triathlète, elle commence, quoi. Donc les premières courses, c'est ça, c'est les demi-finales de championnat de France. Et puis ensuite, on essaye d'aller chercher les qualifs au championnat de France et puis d'aller chercher les meilleures places. Donc voilà. Ensuite, j'ai connu des années cadets un petit peu plus compliquées. Malgré tout, une sélection au championnat du monde de UNSS me permet d'aller chercher la 2e place en individuel et la 1re place en relais mixte. Donc voilà. Et ensuite, en junior, j'ai fait un titre de champion de France d'aquathlon. Dernier championnat de France junior, j'arrive à gagner la course. Donc ça, c'était une belle porte de sortie. Et puis ensuite, j'ai été directement propulsé dans les catégories espoirs. Donc là, c'est plongeon dans le grand bain. Parce que vous arrivez sur des compétitions à l'international, parce que vous courez sur Coupe d'Europe Élite. Et puis vous courez avec certains gars qui ont beaucoup plus de bouteilles que vous. Donc c'est un petit peu difficile de se faire une place. Donc la plus probante, on va dire, c'était l'année dernière à Rzeszów en Pologne, où je termine 4e. Donc juste au pied du podium pour ma... je sais plus c'était laquelle, peut-être la 10e Coupe d'Europe. Donc c'est un long chemin. C'est un long chemin semé d'embûches. Mais c'est très intéressant. Ouais. Et tout ça que sur triathlon. C'est-à-dire toi, t'as commencé directement par le triathlon ou t'as un passé sportif qui était de coureur ou de nageur ou de cycliste? Alors ouais, non. Moi, j'ai commencé par le triathlon. Mes parents, c'est grâce à mes parents que je fais du triathlon. C'est eux qui m'ont fait goûter à ce sport parce qu'ils en faisaient en fait. Mes 2 parents ont fait tous 2 des Ironman et les 2 sont allés faire les championnats du monde à Hawaï en groupe d'âge. Donc en fait moi je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit en fait. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Bon alors attends, je te rappelle, 21 ans, t'es encore tout petit par rapport au vieux que je suis. c'est marrant parce qu'on a l'impression que tu parles comme si t'avais 40 ans, que t'avais déjà vécu 2-3 vies quoi. Ouais, non, alors on me le dit souvent, mais faut peut-être que j'arrive à relativiser les choses, mais j'ai l'impression d'avoir quand même fait un beau chemin depuis que j'ai commencé, parce que j'ai dû commencer quand j'avais 6-7 ans, donc mine de rien on commence à accumuler les années. Mais en fait non, moi j'ai jamais fait d'autres sports, et en fait pour complémentariser le triathlon, je me suis mis à la natation en club. J'ai jamais fait de course à pied vraiment en club parce qu'en fait c'était mon père qui m'entraînait, donc j'ai jamais goûté ça le club d'athlétisme. Par contre j'ai fait du vélo, du cyclisme sur route quand j'étais un petit peu plus jeune. Donc quand j'étais cadet junior, j'ai dû faire quelques courses dans le but d'une préparation c'était une belle expérience. J'ai adoré les courses sur route, d'ailleurs j'en ai refait 2 l'année dernière, tu vois. Parce que c'est
c'est des courses un petit peu plaisir. Ouais, donc toi, un pur produit du triathlon. Ça me fait un peu penser à notre champion du monde national, Sam Laidlaw. Bon, lui, il a commencé encore un petit peu plus petit. Par contre, il te reste pas longtemps pour arriver comme lui à aller sur du long. Ou toi, tu restes sur du court. Alors Salut les sportifs, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre votre podcast un très très court instant. Si l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous plaît, alors on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre 10 petites secondes pour ouvrir votre appli de podcast préféré, y trouver la fiche du podcast Devenir triathlète X Opentree et nous laisser une note, de préférence 5 étoiles, en nous disant ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Ça vous prendra seulement quelques secondes, mais ça nous permettra de continuer à améliorer le podcast et à se faire découvrir par d'autres auditeurs triathlètes. Un immense merci à vous qui allez laisser une note et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre épisode. Pour tout avouer, le long me tente. Mais parce que j'ai pu vivre au travers de mes parents les expériences de l'Ironman. Et en fait, tout est extraordinaire, quoi. C'est le monde qui peut y avoir, l'engouement qu'il peut y avoir sur ces courses, sur des sites de courses exceptionnels. Moi, j'ai eu la chance d'aller 2 fois à Hawaï. C'est des endroits qui sont magiques, hein. J'en garde des souvenirs absolument exceptionnels. Et puis mes idoles du triathlon, c'est aussi des personnes qui ont brillé sur ces courses-là. Moi, en 2016, pour aller voir pour encourager ma mère, c'est Yann Frodeno qui gagne. Et Yann Frodeno, moi, je me suis levé en 2008 pour voir la course des JO en pleine nuit, pour voir Yann Frodeno gagner, quoi. Donc c'est vrai que c'est pour le moment non, parce que bon, il y a la carrière de cours, en fait c'est un passage obligatoire. Enfin, j'ai l'impression que c'est un passage obligatoire pour aller vers le long, et que le long s'adresse plus à des sportifs peut-être avec un peu plus de maturité physique, mentale, parce que c'est des efforts qui sont très longs. Faut vite avoir une rigueur extrême sur ce genre d'épreuve, et où un mec de 20 ans il va plus avoir la folie sur des courses du court où c'est hyper dynamique, où il y a vraiment une grosse compétition, une grosse bagarre dès la natation et tout ça. Donc ouais, c'est dans un coin de ma tête le long, mais c'est vrai que le court reste beaucoup plus on va dire dynamique. Quand tu dis que c'est dans un coin de ta tête, là, jusqu'à présent, t'es monté jusqu'à quelle distance ? Et ce long, tu l'envisages à court, moyen, long terme ? Alors, tout est à définir, hein, parce que à 21 ans, on a l'impression que tu as déjà vécu 3 vies. N'oublions pas qu'à 21 ans, 2 ans, ça représente 10% de ta vie. Donc, pour toi, le long terme, c'est peut-être dans 5 ans, tu vois. Ouais. Bah, dans l'ordre chronologique, ma distance la plus longue aujourd'hui, c'est le distance olympique, que d'ailleurs j'ai dernièrement couru à Cartera. Donc pour rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Hein, donc sur un format Coupe d'Europe, c'est un format qui est couru donc avec drafting à vélo. Donc c'est des courses qui sont plutôt rapides. Là à Cartera, je termine en 1h46. Le M, sachant que ça se gagne en 1h44. Donc 2 minutes devant moi. Donc c'est des courses qui sont très très rapides. Et 2 minutes devant toi, ça fait combien de personnes devant ? Ça fait 21 personnes devant. Je fais 22 de la course. Et j'en discutais avec mon entraîneur. Moi, Cartera, je l'ai déjà fait 3 fois. La première fois, j'étais encore junior. C'était à toute fin de ma saison junior, ma dernière saison junior. Et je termine, il me semble, je crois même que je fais 22e la première fois que je le fais. Et pourtant, je cours 1 minute 30 moins vite. Et là, cette année, je cours en 32 minutes et pas en 33-30. Et pourtant, je termine à la même place. Mais parce qu'en fait, là, depuis 2-3 ans, il y a un plateau, une densité de niveau sur les Coupes d'Europe qui est impressionnante. Et donc, ça donne des courses hyper relevées. Donc c'est hyper intéressant. Et puis du coup pour terminer ta question, honnêtement, si mon calendrier le permet, je pense que je vais me tenter un half cette année. Donc c'est pas encore décidé, parce que pour l'instant la priorité elle est vraiment sur le court distance, sur le championnat de France de D1, sur les coupes d'Europe, les sélections potentiellement.
Mais si la fin de l'année me le permet, peut-être que j'essaierai de faire un half en France pour éviter un déplacement trop important, mais juste pour essayer de prendre la température sur la distance. Ouais, t'as les non, c'est pas en fin d'année, mais Aix ou Cagnes-sur-Mer qui sont quand même assez réputés, mais c'est plutôt en début de saison pour le coup. Ouais, Aix, je veux pas dire de bêtises, mais ouais, c'est première partie de saison, hein. C'est dans pas longtemps. Ouais, c'est début avril, donc c'est très bientôt au moment où on enregistre. C'est ça. Pour le moment, je sais pas. Je sais qu'il y a le Bayman qui est vraiment dans le jardin pour le coup. Ouais, donc le Bayman, le triathlon du Mont Saint-Michel, hein, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais, venez tous le faire. Évidemment. Non, j'ai pas départ dans l'organisation, donc non, mais je sais pas, donc je sais pas s'il va être organisé cette année, mais si le calendrier me le permet, peut-être que le Bayman serait mon choix numéro 1. Bah tiens, d'ailleurs, restons là-dessus. Comment est-ce que tu organises ton calendrier de course? Parce que tu nous as dit que tu es à Ici Triathlon, tu nous parles aussi de ton entraîneur. Est-ce que c'est l'entraîneur de Ici Triathlon? Est-ce que tu as un entraîneur privé? Est-ce que c'est l'ancien entraîneur du pôle? Enfin voilà, comment est-ce que tu organises ta saison? Comment est-ce que tu planifies ta saison? Et comment tu t'entraînes en toile de fond? T'as l'impression que c'est 4 questions, mais en fait, il y en a qu'une. En plus, la réponse, elle va être un petit peu compliquée en fait, parce que c'est... Donc il y a 3 parties, il y a le sportif, il y a la fédération et il y a le club. Donc moi je fais partie du projet de performance fédérale parce que je suis sur liste ministérielle relève. Et donc mon calendrier il s'articule comment? Il y a une priorité qui est donnée on va dire au calendrier international. Donc pour moi ça concerne les Coupes d'Europe. Donc en fait moi je vais jongler entre le calendrier Coupe d'Europe, le calendrier D1. Et avec ça, je vais essayer de faire un calendrier qui va convenir et à la fédération et à mon club. Sachant que de toute façon, on est en échange et on échange en direct, en visio, avec mon club et avec la fédération. Donc pour les relèves, c'est Paul Lalire à la fédération qui s'occupe de ça. Donc moi, je lui fais une proposition de calendrier. Lui, si ça lui convient, il a fait validé par Benjamin Maz, le DTN. Généralement, donc le club, qu'on essaye de satisfaire tout le monde et de satisfaire le sportif aussi, parce que faut pas oublier que à la base, c'est quand même moi que ça concerne. Mais c'est vrai que c'est des calendriers qui sont un petit peu compliqués à faire parce que voilà, il y a deux parties entre le sportif. Faut réussir à jongler avec ça. Mais bon, moi j'ai la chance d'avoir un club qui est assez indulgent et qui comprend les prétentions d'aller faire les courses internationales, quoi. Ouais, parce que admettons que t'aies une manche de D1 en même temps que je sais pas un championnat d'Europe, bon c'est quand même rare, hein. En général, la D1, il s'organise quand même pour pas que ça tombe en même temps, mais plutôt qu'en même temps, disons que à 3 jours d'intervalle, qui va avoir la primeur? Ça va être la Fédé avec la course à l'international ou ça va être le club avec la D1? Priorité à la sélection, dans tous les cas. Moi, en tant que Français, si on me sélectionne sur une équipe de France, moi je fais le choix d'aller sur la sélection équipe de France. Par contre, le club me fera jamais regretter de prendre ce choix-là. C'est-à-dire qu'ils sont plus derrière moi que contre moi. C'est déjà arrivé dans le passé, pas à moi, mais c'est déjà arrivé qu'une sélection tombe au dernier moment parce que quelqu'un de blessé était en position de remplaçant, donc tu passes sur la sélection. C'est déjà arrivé qu'on me dise 3 jours avant la course, écoute, je peux pas courir ta D1 parce que je suis sur un championnat d'Europe. Et le club y comprend. Après, je sais pas, je fais pas une généralité sur tous les clubs de D1, mais en tout cas, moi ici avec Ici Triathlon, on n'a pas de souci avec ça, et 99% du temps, on planifie avant pour ne pas avoir de mauvaises surprises pendant la saison. Et la deuxième partie de la question, c'était justement comment est-ce que tu t'entraînes, comment est-ce que tu planifies ton entraînement? C'est toi qui initie, c'est ton entraîneur, c'est tes entraîneurs, c'est les entraîneurs du club, enfin c'est l'entraîneur fédéral. Comment est-ce que tu organises la préparation de ton entraînement? Moi, j'ai la collaboration avec le pôle, elle s'est arrêtée, donc moi j'ai fait le choix de prendre un entraîneur complètement indépendant. Donc c'est Mathieu Marteau qui entraîne, donc qui lui gère
l'effectif D1 de Sainte-Geneviève Triathlon et qui est aussi entraîneur de natation à côté de Nancy à Toul. Donc cette année, on a créé un petit groupe avec deux autres athlètes qui sont Tom Lernaud et Igor Dupuis. Et donc Mathieu, lui, il nous fait des plans. Il nous fait des plans à distance. Malgré tout, avec les gars, on a réussi à se rencontrer là. On a réussi à se voir pendant 5 semaines déjà cette année, en début d'année. Mais donc l'organisation de l'entraînement, elle est un petit peu plus compliquée maintenant parce que j'ai plus de groupe à proprement parler et j'ai pas d'aménagement spécifique. Donc c'est-à-dire que là, je m'entraîne vraiment dans le public à Saint-Raphaël. Sur les horaires publics, donc ça c'est un petit peu, c'est pas toujours facile, on va dire. Et puis vélo course à pied, ça me dérange un petit peu moins parce que j'ai eu plus ou moins l'habitude de le faire. Et quand t'as une séance, la séance que tu la fasses avec un copain ou sans le copain, et de toute façon il faut la faire et puis il faut la faire dans les consignes qui sont données. Donc ça j'ai pas du mal. Par contre la natation c'est vraiment le point un petit peu complexe de la préparation en ce moment. Bon, l'avantage, c'est qu'à Saint-Raph, t'as une grande piscine. Bon, et t'as pas de carreaux et c'est difficile de faire les 50, 100 ou 200 mètres. Mais c'est quand même une grande piscine ouverte toute l'année, non? Alors oui, on a la chance que, il y a du personnel qui est aussi très indulgent avec nous et qui essaye d'un petit peu organiser les lignes de temps en temps quand ça devient un peu chaotique. Mais oui, c'est une grande piscine, hein, c'est un bassin de 50, 8 couloirs. Donc, on va dire que ça pourrait être pire. J'étais ironique, je pensais à la mer qui est pas très loin. Oui, la mer, oui. La mer, oui, mais il faut pas y aller tout seul. Donc faut trouver des copains. Puis c'est difficile de compter les carreaux quand t'es au bord de la mer. Ouais. En plus, moi, j'habite vraiment à 50 mètres de la mer, je pourrais quasiment la voir. Hein. Et alors en plus, il y a eu des fortes crues là récemment, donc. Faut pas trop y aller, c'est un coup à attraper des trucs pas trop bons. Mais quand la mer se calme et que on va dire les mauvaises la mauvaise eau s'en va, on peut y retourner sans problème. Et là, je pense qu'avec le soleil qui tape, elle devrait se réchauffer assez rapidement. Donc on pourra y aller. Comment est-ce que t'arrives malgré tout à t'organiser tout en n'ayant qu'un accès public à la piscine? Est-ce que tu travailles sur des aménagements? Est-ce que t'as des entrées avec le club de Saint-Raph? L'organisation, elle est un petit peu complexe parce que donc moi je nage en public et en fait j'ai pas vraiment le choix parce que réserver une ligne c'est hyper cher. C'est hyper cher et en plus de réserver la ligne, il faut que quelqu'un soit diplômé et soit sur le bord du bassin en fait. Donc ça rajoute un coût en plus de la ligne. Mais le fait que tu sois listé sur la liste ministérielle, donc que tu sois reconnu comme sportif de haut niveau, ça peut pas aider tout ça? Non. En fait, les aides elles vont tomber fin avril, début mai. Et pour autant, on a quand même énormément de dépenses au-delà de l'entraînement. Enfin, je parlais pas du côté financier. Je parlais justement le fait que tu sois listé quand tu vas à la piscine avec la direction de la piscine. Il y a pas de, alors je dirais pas des passe-droits, mais il y a pas des possibilités administratives que justement il y a une ligne qui soit mise à dispo, éventuellement en public, mais plus facile d'accès et que tu t'épargnes le coût d'un maître nageur diplômé qui soit là à te surveiller. Ouais, bah non. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais pour le moment, il y a rien de mis en place. Je sais pas si bon, c'est peut-être un petit peu délicat, mais Léo Bergère qui s'entraîne avec son groupe à Saint-Raphaël, lui a réussi à avoir une certaine convention pour pouvoir accéder à ce type d'aménagement et donc de bénéficier de lignes qu'il paye lui, mais dont la présence d'un entraîneur, enfin d'un maître nageur diplômé n'est pas obligatoire, mais c'est une convention olympique, donc qui concerne vraiment les athlètes en préparation olympique et qui est délivrée que dans des cas vraiment très singuliers. Et pour le coup, moi, mon niveau me permet pas de bénéficier de ça. Et dans le pire des cas, il faudrait quand même que je paye ma ligne, et ce qui est pour moi vraiment inconcevable.
financièrement. Bon, mais t'as pas encore le niveau. C'est pas que ton niveau te le permet pas. Encore le ton niveau te le permet pas encore. Voyons, Briac. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. On parle un peu du futur. Donc, on va revenir justement sur tes ambitions. On a compris que peut-être un half cette année et peut-être plus loin après. Mais déjà, là, à l'heure actuelle, toi, ton quotidien, c'est pas que d'être sportif de haut niveau. Non. Et je pense que c'est nécessaire parce que le sport, quand il y a que ça dans la vie, il y a un moment où je pense qu'on devient fou. Donc non, moi je suis des études. Donc des études c'est un petit peu compliqué parce que je les suis en distanciel. Donc je suis rattaché à l'université de Grenoble et je fais un BUT en technique de commercialisation. Donc là actuellement je suis en deuxième année. Je suis en deuxième année d'études, deuxième année que j'ai étalée sur 2 ans. Et grâce au campus connecté, rattaché à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Raphaël, je peux passer tous mes devoirs en distanciel également. Donc j'ai pas besoin de me rendre sur Grenoble. Donc ça c'est hyper intéressant pour moi et ça me permet d'avoir vraiment un double projet très concret, quoi. Donc ça c'est sur la partie études. Je me suis laissé dire, enfin en tout cas j'ai lu sur ton profil LinkedIn que tu fais pas que ça non plus. Alors j'ai d'autres d'autres passe-temps. En fait ça c'est vraiment dû à une rencontre. Donc pour ceux qui savent pas, et je pense que la majorité, je fais de la photo et de la vidéo. Grâce à quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière qui est Gaëtan Vivien, qui lui-même avait quelques mois d'expérience dans la photo, et puis tous les deux on a décidé de se lancer un petit peu dans la production de contenu de manière très amateur, mais on a commencé à s'améliorer un petit peu. Là, Gaëtan, il a un petit peu changé de projet parce qu'il faisait du triathlon à plein temps et il a trouvé un travail récemment. Donc on se voit un petit peu moins et c'est un projet qu'on a mis un petit peu en stand-by, mais ouais, la production de contenu, c'est la photo, c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire et que j'aime toujours faire, mais que c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. J'en ai fait pas mal parce que j'ai fait un stage en entreprise et j'étais chez Ecoy, que tu dois connaître normalement si tu es triathlète. Que j'espère que tous nos auditeurs et auditrices connaissent, mais si c'est pas le cas, vas-y, balance, rappelle-nous un petit peu ce que c'est. Voilà, Ecoy, équipementier cycliste depuis 2001. Je pense que ceux qui ne connaissent pas Ecoy vivent dans une grotte. Mais en gros, le siège social d'Ecoy est basé à Fréjus, et donc moi j'ai fait un stage de 2 mois là-bas. Et dans les derniers temps de mon stage, il y a eu un moment besoin de production de contenu, donc moi je me suis rendu sur un stage avec les équipes pro sponsorisées par Ecoy à Calpe en Espagne pour faire vraiment que de la production de contenu. Donc je me suis rendu 4 jours là avec une équipe. C'était vraiment sympa. Et donc j'ai pu mettre en pratique les connaissances que j'avais acquéries avec Gaëtan. Et pour la petite histoire, en fait, Gaëtan maintenant travaille chez Ecoy. Donc et pour de la production de contenu. La boucle est bouclée. Bon, nickel. Du coup, ton BUT en tech deco, ça va t'aider après à monétiser, à vendre ton travail. Mais on comprend que toi, tu t'orientes plutôt sur triathlon, voire photographie, vidéo, création de contenu, plus que vraiment tech deco, non ? Ouais, alors en fait, j'ai plusieurs passions parce qu'il y a plein de trucs je suis vraiment passionné de plein de choses. Donc en fait, la photo et la vidéo, c'est quelque chose que je considère comme pour le moment acquis, dans le sens où j'ai acquis certaines capacités à faire de la production de contenu. Peut-être j'ai plein de projets en tête dans ce domaine-là. Malgré tout, je pense que tech deco c'est intéressant pour peut-être partir sur un master spécialisé dans l'immobilier aussi. C'est des domaines que j'aime bien et qui me passionnent aussi. Donc voilà, rien n'est figé, et comme tu as dit tout à l'heure, j'ai que 20 ans, donc c'est pas, pour le moment, rien n'est dans le marbre. Je ferai
je ferai comme bon me semble au moment où ce sera bon de le faire. Tu t'interdis rien, voilà, un homme passionné. Mais rappelons-le quand même, hein, être sportif de niveau, c'est aussi un vrai métier. Non, tes parents qui sont sportifs et qui ont été à Kona, je pense pas qu'ils te disent Briac, un jour il va falloir te trouver un vrai métier, sous-entendant que le sport ça en est pas un. Là c'est oui, forcément, parce que mes parents ils ont goûté un petit peu même si c'était du sport amateur, ils ont goûté au triathlon, donc forcément ils savent ce que c'est l'entraînement, ils savent ce que c'est tous les à côté de l'entraînement aussi, parce que c'est souvent ça qui prend le plus de temps en fait. Le triathlon c'est un vrai métier, et pour moi c'est un vrai métier quand on arrive à en vivre sereinement. Aujourd'hui un triathlète de mon niveau il peut pas en vivre convenablement, c'est-à-dire des contrats, il n'y a pas de contrat professionnel, on vit que sur des prize money ou sur des aides sociales, donc c'est vrai que c'est quand même des carrières qui sont un petit peu précaires. Donc malgré tout, oui, je te rejoins sur le fait que c'est un vrai métier. Pour autant, faut quand même garder une certaine lucidité quant au fait de continuer et d'être la tête dans le guidon et pas vraiment regarder tout ce qui se passe autour, parce que faut prendre, souvent faut essayer de prendre du recul sur tout ça et essayer d'avoir une vision un petit peu justement moyen-long terme, parce que voilà, si on fonce dans le mur, faut s'arrêter avant. Faut s'arrêter avant et trouver un métier, alors pas un vrai métier, mais un métier rémunérateur. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est un petit peu la frontière qu'il y a entre le sport et un métier, on va dire, conventionnel. Et du coup, toi, tes projets, alors même si tu viens de le dire, hein, tu t'interdis rien, mais est-ce que tes projets, ils sont de l'ordre de trouver un job, voire un job à temps partiel pour pouvoir continuer à exercer ta passion prenante, ton métier de triathlète en essayant de viser les plus hauts podiums, ou est-ce que tu t'es fait une raison et tu te dis que tu vas pouvoir avancer, tirer au maximum jusqu'à la fin de tes études, et puis après éventuellement tirer un trait sur le triathlon en tant que professionnel, plutôt pour garder le triathlon en tant qu'amateur et puis aller vers un métier rémunérateur? C'est ouais, alors c'est vrai que c'est des questions qui sont un petit peu compliquées pour le coup, mais on va dire que moi, l'entraînement me permet d'aller sur des compétitions, et les compétitions, c'est ça qui m'anime, et le haut niveau, c'est ça qui m'anime le plus. Demain, alors tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, moi je t'aurais dit si je m'entraîne beaucoup moins, enfin si je m'entraîne pas 25-30 heures, c'est sûr que je vais pas pouvoir être au haut niveau et tout ça. Avec un petit peu de recul, je pense que peut-être être en capacité de s'entraîner un peu moins, et du coup à côté d'avoir un métier peut-être à temps partiel pour avoir une rentrée d'argent. Peut-être que c'est possible, mais en fait j'ai pas essayé pour le moment. Mais peut-être que dans les prochaines années, je sais pas si ça arrive en septembre prochain ou dans 2 ans, en fait tout dépendra de mes résultats. Mais ouais, c'est une possibilité. Après tout dépendra du moment où ça se passe. Est-ce que j'en ai vraiment marre du triathlon? Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont fait que? Mais moi pour le moment le triathlon c'est vraiment ma passion de toujours, donc je vais essayer de continuer le plus longtemps possible, et puis quand même garder les pieds sur terre, et puis avoir de quoi mettre du pain sur la table. Wow, écoute, moi je suis impressionné devant autant de maturité et de résilience, enfin de vision, de résilience pour les années à venir. Voilà, bravo, félicitations. Merci. Du coup, là, tes objectifs pour cette année, donc on l'aura compris, c'est priorité au côté fédéral, mais du coup, tes objectifs s'orientent sur quoi? Est-ce que vous avez déjà organisé le calendrier? Est-ce que tu es déjà appelé en équipe de France pour certaines grosses échéances internationales? Alors ouais, oui, le calendrier est fait. Les sélections, elles sont pas tombées parce que la première sélection qui me concerne, c'est début août à Bali-Kézir, donc c'est les championnats d'Europe Super Sprint. Là,
le calendrier du début de saison, donc jusqu'au 29 juin, on est bouclé. Donc là, j'ai fait Cartera il y a 2 semaines. Dans 2 semaines, j'ai Melilla, qui est en Espagne, qui est une Coupe d'Europe aussi. Après, j'ai le 4 mai, c'est Fréjus, première manche de D1. Et suivant les... Presque à la maison. Ouais, alors là, oui, pour le coup. 2 km à faire et puis on est au départ, quoi. Ça, c'est bien. Si tout pouvait être comme ça. Et ensuite, donc là, suivant les résultats que je fais à Melilla, j'ai prévu, donc si les résultats sont vraiment très bons, je vais faire Fréjus, Metz et Bordeaux sur le reste de ma première partie de saison, donc les 3 D1. Si le résultat me permet pas d'avoir une sélection, je me rendrai sur 2 semaines de compétition en Pologne, hein. Donc le premier week-end ce sera à Kielce, le deuxième week-end ce sera à Rzeszów. Kielce ce sera un super sprint, Rzeszów ce sera un sprint. Et donc là c'est sur ces 2 courses là que j'essaierai de tenter à nouveau une sélection. Mais là dans le cas où Melilla se passe vraiment bien pour moi et j'arrive à obtenir une sélection en équipe de France, je prioriserai les courses en France, et donc ça c'est vu avec la fédération et avec Paul Lallière notamment. Donc voilà un petit peu le programme du début de saison. Dis, tout est bien déjà ficelé. Alors même si tu as des rêves de plus long, Paris c'est chaud, mais Los Angeles dans 4 ans, est-ce que ça te tend les bras? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver, ou tu penses que c'est pas encore pour toi? Paris oui, c'est chaud. Ouais, Paris c'est chaud. Et Paris, on a déjà la liste, donc ça va être compliqué. Paris, il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose de... Non, mais Los Angeles, théoriquement, oui, ça va arriver dans les âges où un sportif, un triathlète arrive à maturité sur le court distance. Après, je vais pas te dire oui à fond pour Los Angeles et tout ça, parce que mine de rien, c'est dans 4 ans. En 4 ans, il peut s'en passer des choses, et je vais pas. Oui, forcément, aller au JO, c'est un rêve de gamin. C'est le rêve de tout sportif qui a des prétentions de faire vraiment de la compétition. Il pense au JO, qui plus est en triathlon, qui est vraiment l'épreuve mythique. Honnêtement, oui, si je vois que le chemin se profile et que je peux prétendre à une sélection aux Jeux Olympiques, forcément, hein, j'irai. Mais je vais pas... je m'enferme pas dans ce schéma-là, et je m'adapterai en fonction. Et justement, là, à 20 ans, on comprend que les choses se mettent en place, que tu essaies déjà de tout organiser comme il faut. Comment est-ce que tu progresses encore, Briac ? Alors, on parle bien de la performance pure. Oui, de la performance. Alors après, on peut regarder d'autres angles si tu veux, mais après tu dois aller nager, donc je vais pas te prendre trop de temps non plus. Non, mais alors comment on progresse ? Ça, c'est le boulot, on va dire, de mon coach, et là dans ces cas-là je lui fais confiance. Moi, entre guillemets, je fais ce qu'il me dit. On échange beaucoup, donc suivant l'état de fatigue du bonhomme, je vais pas aller me coller à 5 heures de vélo si je suis complètement cramé, mais donc ça se fait autour d'un échange. Lui, il a sa façon d'entraîner, donc c'est quoi ? C'est balayer les différentes zones d'effort qu'on peut retrouver, hein. Ça peut être du premier seuil, du deuxième seuil, de la VMA. La VMA quand on parle de course à pied ou de natation, de la PMA quand on parle de vélo. En fait, dans une semaine, on va faire absolument tout le panel, avec une séance vraiment dure, donc type maximal aérobie dans chaque discipline. Et il y aura un vélo long souvent le dimanche. Là en ce moment, le vélo long il est couplé avec un travail au premier seuil. Donc ça c'est vraiment dans le but de faire du fond et de la caisse pour acquérir plus de l'endurance physique. Et puis ensuite beaucoup d'endurance fondamentale, hein, des footings, des vélos récup, des natations récup, parce que c'est on va dire 70% de l'entraînement en fait, c'est ça, hein. C'est de l'endurance fondamentale,
travailler à basse intensité, d'une pour récupérer des séances qu'on a faites, et puis toujours entretenir la pompe, parce qu'on est quand même un sport d'endurance, donc le cœur il joue un grand rôle. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est articulé. Ce fameux 80-20, donc tu dis 70, mais voilà, autour de 70-80 quoi. Ouais, oui, c'est ça exactement. Enfin, après ça va différer suivant les semaines, suivant les cycles d'entraînement, suivant l'approche de la compétition, la période hivernale. Il y a pas mal de périodes en fait dans une saison. Ouais, on va pas rentrer sur microcycle, macrocycle, mésocycle, etc. Mais en gros. Non, puis je pourrais pas te répondre. J'ai pas fait STAPS. Non, mais après voilà, t'as déjà une certaine expérience de l'entraînement, même si tu remets tout dans les mains de ton entraîneur et que tu te laisses guider. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que tu lui fais entièrement confiance. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça que vous travaillez ensemble. Ouais, alors en fait, j'ai pas de mal à faire confiance à l'entraîneur tant que j'arrive à échanger avec lui. Donc avec Mathieu, le courant il est très bien passé directement en fait. Donc moi je vois simplement les effets. Ce qu'il me propose, suivant ce que j'ai connu, me paraît tout à fait normal dans les normes et tout ça. Il y a rien de farfelu. J'ai pas vu de trucs complètement délirants. Donc je me base sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai déjà fait. Et on échange et j'ai bien vu que sa vision à lui c'était la mienne également. Donc non, j'ai pas de souci à lui faire confiance tant que l'échange il est présent quoi. Et comment tu l'as trouvé justement Mathieu, ton coach? Donc quand j'étais au pôle, je m'entraînais avec Guillaume Hay. Donc Guillaume Hay qui est à Sainte-Geneviève-des-Bois depuis un moment, et Mathieu qui gère ce club, cet effectif D1. J'en avais déjà entendu parler en fait. Guillaume, également Boris Pierre qui avait fait un stage avec lui sur un fond romeu. En fait, j'ai eu des échos de différentes personnes qui me disaient que c'était un mec qui était sérieux, qui faisait bien son taf, et en plus lui il se relançait en fait avec Igor et Tom dans le coaching, parce que ça faisait 1 an qu'il était vraiment que sur la natation et qu'il n'avait pas plus vraiment de triathlète. Et en fait là le petit groupe il s'est créé parce que Tom en fait je le connais bien aussi. On a pas mal échangé l'été dernier parce qu'on était en stage ensemble avec la fédération. Et il me dit ouais bah moi je vais y retourner avec Mathieu et tout ça. Donc il dit franchement Mathieu c'est un mec qui est pro et tout. Enfin j'ai pas de souci à te le conseiller, et ça serait cool qu'on soit ensemble quoi. Donc moi Mathieu je l'ai eu au téléphone plusieurs fois, et puis j'ai dit allez go, c'est parti, on y va. De toute façon quand c'est comme ça il faut pas trop tergiverser, parce que mine de rien le temps il avance, donc à un moment il faut prendre une décision. La décision elle est bonne, elle est pas bonne, de toute façon on verra à la fin quoi. Mais pour le moment, tout se passe bien. Bon, on souhaite que tout continue à bien se passer de toute façon, mais comme tu le dis, les premiers retours que tu as déjà en termes de sensations et de progression à l'entraînement, ça te semble cohérent? Ouais, carrément. Carrément, c'est sûr. Et ça représente quel volume d'entraînement sur la semaine? Parce que tu nous dis des sorties longues le dimanche, et puis pas mal d'entraînement aussi dans la semaine. Tu fais du tri quotidien. Ça représente quel volume? Alors ça va dépendre de la journée et puis de la longueur de chaque entraînement, mais oui, généralement c'est du tri quotidien. En plus des 3 disciplines, on rajoute quand même de la préparation physique. Donc soit en muscu, soit à la maison en PPG, une demi-heure, voilà. Ça va représenter entre 25 et 30 heures d'entraînement pour les semaines vraiment où on envoie quoi, où il y a des bons volumes. À l'approche des compétitions, je vais tourner sur du plus entre 20 et 25 heures d'entraînement. Mais moi j'ai pas un corps, un métabolisme, une physio qui me permet d'aller au-delà des 30 heures, parce que sinon je fatigue vite. Donc ça je me connais là-dessus, et de toute façon Mathieu il est pas un grand fan du volume à gogo des 35 heures et tout ça.
certaines personnes peuvent apprécier. Moi, c'est quelque chose qui me fatigue plus qu'autre chose en fait, et je peux faire une semaine à 35 heures et la semaine d'après rien faire parce que je suis complètement mort. Donc ça, faut essayer de se connaître là-dessus. Et donc je pense que entre 25 et 30, on est sur la bonne, sur le bon volume, on va dire, pour un triathlète de haut niveau, en tout cas pour moi, pour progresser. Hein. Et tu vois là, on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure pour le futur. Une fois que tu auras fini tes études, c'est vrai que avoir un double projet, 25-30 heures d'entraînement en plus un boulot à côté, ça implique que tu sois sur un boulot à mi-temps. À moins que effectivement tu arrives à avoir la caisse, l'expérience pour avoir un entraînement moindre, autour de 15-20 heures, ce qui passe plus facilement avec un boulot trois quarts, voire temps plein, quoi. Ouais. Moi, en plus, j'ai fait l'expérience là en décembre et janvier d'être en stage en entreprise et donc de bosser 35 heures par semaine et d'avoir entre le boulot, entre les heures de bureau que je devais faire, je devais m'entraîner. Et donc j'ai fait. Et en plus, décembre-janvier est la meilleure période où les jours sont longs, il fait beau, etc. quoi. Ouais, exactement. Exactement, on se lève avec le soleil et tout ça. Donc c'était un petit peu. Donc je m'entraînais sur les horaires du midi. Le soir, quand je sortais, donc il faisait nuit, il fallait que j'aille nager. Des fois, je roulais le midi où je courais, et puis le soir je courais ou je nageais. Mais il fallait faire en fonction aussi de la nuit, donc je pouvais pas rouler le soir. Donc je faisais home trainer, mais je pense que c'est travailler à temps plein et faire du sport de haut niveau à côté, c'est pas possible. À un moment, je pense que on n'est pas des surhommes. Il y a un moment où ça casse. Mais par contre, ouais, peut-être avoir un travail à mi-temps et réussir à se caler 15-20 heures d'entraînement. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est pas à la portée de tout le monde, mais sachant que moi déjà j'ai connu 4 années où j'ai fait quand même pas mal de volume, donc j'ai pu développer quelques capacités physio, et en fait finalement 15-20 heures ça me permet peut-être de progresser moins vite, mais au moins d'entretenir ces capacités que j'ai déjà. Donc oui, je pense que c'est possible, ça peut se faire. Et puis faire du travail un peu plus ciblé. Enfin bref, on en reparlera après 2-3 saisons avec Mathieu, et où tu auras gagné encore plus en compétences, et où tu viendras nous expliquer justement l'orientation future pour tes entraînements avec Mathieu. Bah, j'espère bien. Et au passage, tu auras déjà décroché quelques titres de champion de France, voire de champion d'Europe, hein. Évidemment, Briac, évidemment. Tout le mal que je me souhaite. Bah nous aussi. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. La dernière question, la question signature de ce podcast, c'est à ton avis, pour quelqu'un qui débute, comment est-ce qu'on peut devenir triathlète ? On va dire c'est simple et pas simple, mais t'es triathlète quand t'as terminé un triathlon. Donc que ce soit le XS du triathlon du coin, ou que ce soit un Ironman, quand vous terminez un triathlon, vous êtes triathlète. Après. Ah non, quand tu termines un Ironman, t'es pas triathlète. You are an Ironman. You are an Ironman, exactement. Et mais voilà, dans l'idée c'est ça. Après, je pense que pour ceux qui commencent jeunes, moi ce que je peux conseiller c'est de faire de la natation beaucoup, parce que c'est souvent ce qui va vous développer une musculature, une capacité physiologique. Vraiment, je pense que la natation c'est un bon point de départ. Et puis après, nager, courir, faire du vélo, courir. Faut pas se prendre la tête avec ça quand on est jeune. Faut en faire vraiment, quand on est vraiment très très jeune, hein, pour les petits. Faut pas se prendre la tête avec ça. Faut s'amuser, faut aller à l'entraînement parce qu'on en a envie. Prendre du plaisir avant tout. Et ça deviendra sérieux quand ça devra le devenir. En fait, faut pas forcer les choses. Et pour les personnes peut-être un peu plus âgées, entre guillemets, hein, qui commencent le triathlon, c'est pareil, faut essayer de mettre un petit peu l'accent sur la natation. Je sais que c'est pas facile quand on n'en a jamais fait. J'ai l'expérience de mes parents qui n'ont jamais été très bons nageurs, et que c'est difficile à venir. Mais non, faut prendre du plaisir et faut s'amuser. Moi j'ai l'exemple d'amis
ont commencé le triathlon sur le tard et qui maintenant font des Ironman. Et c'est un couple, Cyril et Steph, si vous m'écoutez, ça c'est pour vous. Bah, j'espère qu'ils nous écoutent, et puis à défaut que tu leur enverras l'épisode. Mais je leur enverrai l'épisode, comme ça je leur dirai qu'il y a une petite surprise à la fin pour eux. Mais ils ont commencé sur le tard le triathlon et maintenant ils font des Ironman et ils font ça tous les deux et ils s'éclatent. Et je pense que c'est le maître mot, c'est s'éclater. Bah écoute, je te remercie pour tout ça, pour ce témoignage. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve éventuellement sur les réseaux pour t'encourager, te soutenir, ou même si on n'est pas loin de Saraf, pour venir nager avec toi, pour te prêter notre ligne? Alors, sur les réseaux, donc Instagram, Briac Tence, TENCE. Après, il y a LinkedIn donc là, c'est un contenu un petit peu différent, un petit peu plus détaillé, on va dire. Et puis c'est tout. Après, je m'entraîne à Saint-Raphaël. De temps en temps, je suis à Avranches en Normandie. D'ailleurs, après Melilla, je retourne chez moi une semaine et demie. Donc voilà. Mais c'est ça, Instagram et LinkedIn. Bah écoute, de toute façon, on remettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Briac, pour ton temps, pour ton témoignage, pour cette patate, cette niaque. T'as l'âge de ma fille, en fait, et je trouve qu'il y a un fossé entre vous. Alors c'est pas pour dénigrer ma fille, mais je trouve qu'il y a tu as cette maturité, t'as vraiment la tête sur les épaules, que ce soit sur le côté sportif, sur le côté pro et même sur le futur professionnel. Donc franchement, je te félicite. Bah, c'est gentil. Mais non, après je pense que c'est des carrières des projets de vie qui nous obligent aussi à acquérir ça et je pense que tous les triathlètes de mon âge, ils ont plus ou moins cette maturité sur l'avenir notamment. Mais merci à toi, ça me fait plaisir. Eh ben, je t'en prie. On te souhaite une bonne continuation, bonne compétition, parce que c'est ce qui t'anime et puis c'est ce qui va arriver bientôt. Et puis, je te dis, on te suivra, on se tient au courant, puis on refait un point d'ici 2-3 ans quand tu commences à titiller le longue distance. Ça marche? Pas de souci. Moi, ça me va très bien. Merci beaucoup, Briac. À bientôt. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!